Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de la Nantes Digital Week sur le thème handicap, création et numérique que nous vous présentons aujourd'hui donc pour cette session. L'objectif de cette conférence est de mettre en valeur les initiatives locales qui ont lieu en matière de handicap et qui concernent justement des créations, notamment numériques, mises en œuvre par un certain nombre de structures. Donc, qui vont nous être présentées aujourd'hui. Donc, je vais laisser chacun des intervenants se présenter, sachant que Carole Cruzon-Warlop et moi-même, avocate, nous allons, je dirais, vous donner quelques notions clés juridiques sur justement cet environnement juridique et notamment en matière de propriété intellectuelle qui va concerner les créations numériques, notamment dans le domaine du handicap. Donc, je laisse la parole tout d'abord à Florian. Oui, bonjour. Donc, Florian Gravelot, je suis le chef du service innovation pour le département Loire-Atlantique. Merci Florian. Samuel. Bonjour, Samuel Dabouy, je coordonne le projet Human Lab de la page 44. Et bonjour à tous, Carole Cruzon, donc avocate au barreau de Nantes et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Parfait. Donc, maintenant, a priori, vous nous voyez. Donc, on va commencer effectivement notre intervention par Samuel Dabouy, donc coordinateur du Human Lab à la page 44, qui va nous présenter un petit peu les contours du Human Lab, ce que vous faites et quelles sont effectivement les problématiques qui se posent en la matière. Okay. Donc, je travaille pour la page 44. La page 44, c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. Et au sein de la page, on a créé un Human Lab. Alors, un Human Lab, c'est un Fab Lab. Et un Fab Lab, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un laboratoire de fabrication. Donc, en fait, c'est un espace ouvert de création et de prototypage d'objets. Voilà, qu'ils soient physiques, intelligents ou non. En fait, ça s'adresse à tous ceux qui veulent créer un prototype à partir d'un concept. Donc, créer un prototype très rapidement. En fait, on en est arrivé là puisque on s'est aperçu qu'en accompagnant les personnes en situation de handicap, on avait beaucoup de demandes de la part des personnes et de leurs aidants de faciliter le quotidien. Et on a aussi noté la complexité pour les personnes à domicile, de maintenir un degré d'autonomie suffisant avec des objets adaptés proposés dans le commerce. Donc, c'est pour répondre à toutes ces demandes, en fait, qu'on a décidé d'ouvrir le Human Lab. L'enjeu pour nous, c'était de maximiser l'autonomie des personnes en créant des objets adaptés avec elles. Donc, à partir de là, on s'est fixé comme objectif de créer un objet spécifique avec la personne en situation de handicap, donc qui est chef de son projet dans une démarche inclusive et d'empowerment. En fait, ce Fab Lab, on l'appelle Human Lab chez nous parce que l'humain est au cœur du projet. En fait, a démarré avec l'acquisition d'une imprimante 3D donc pour créer des objets adaptés sur mesure. En fait, au début, les objets adaptés, c'était vraiment pour le quotidien, des aides pour des fermetures éclairs, pour les ports USB, pour ouvrir des canettes ou des boîtes de conserve. Et puis à partir de là, on a commencé à développer des partenariats avec l'IUT de Nantes, qui est situé à Carquefou, avec l'acquisition d'imprimantes 3D en kit, qu'on a monté avec eux. Et puis on s'est aussi, on a créé un partenariat aussi avec le Collège Petite Lande, un professeur de technologie aussi qui est très sensible à la question du handicap. Et on participe avec eux à la semaine de la solidarité et du handicap. Et à partir de 2019, en septembre 2019, on a aussi créé un partenariat avec My Human Kit sur Rennes, qui sont vraiment les pionniers des Human Lab en France. Alors, effectivement, quand on a créé ce Human Lab, on cherchait à répondre à plusieurs problématiques. La première problématique, c'était dans le domaine du handicap, les besoins sont spécifiques, très spécifiques à chaque personne. En fait, il est rare de trouver du sur-mesure dans le commerce. C'est pourquoi, en fait, on s'est dit que l'impression 3D était parfaite pour ça. On modélise avec la personne l'objet sur mesure pour elle et ses besoins. Et en plus, ça nous permettait de prendre en compte son expertise d'usage. Donc, c'est vraiment la personne qui est au cœur du projet
et qui crée son objet. Le deuxième intérêt qu'on voit aussi dans la modélisation et dans l'impression 3D, c'est en fait le côté un peu, même complètement économique, puisqu'on peut fabriquer des objets à très faible coût, et très rapidement. C'est vrai que dans le domaine du handicap et le commerce, les objets adaptés sont souvent très onéreux, ce qui fait qu'on pourrait avoir des prix énormes dans le commerce et pouvoir fabriquer, nous, dans le Human Lab, à des prix voilà, très intéressants. Ensuite, on cherchait aussi à travailler sur la problématique de l'isolement social. En fait, il n'y a pas que le côté économique qui est intéressant, il y a vraiment aussi rompre l'isolement social des personnes et les faire venir dans notre Human Lab pour créer du lien, pour s'enrichir les uns les autres. Et c'est effectivement, les gens qui travaillent dans le Human Lab, les bénévoles, viennent d'environnements très différents. On a donc des retraités, des ingénieurs aussi actifs, voilà, des services civiques. Donc, ce qui fait un melting pot voilà, très intéressant, ce qui favorise aussi l'intelligence collective et la réflexion autour des projets. Et puis, la dernière chose aussi qu'on essaie de valoriser au sein du Human Lab, c'est vraiment la transmission de compétences, en essayant d'apporter aux personnes des compétences en électronique, en informatique, voilà, pour qu'elles puissent, si besoin, modéliser elles-mêmes l'objet dont elle aura besoin. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on avance. En fait, ce qui est vraiment innovant dans notre projet, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, l'imprimante 3D, de la conception, de la modélisation, mais qu'aussi ce soit un établissement médico-social qui le porte. Ça, c'est vrai que c'est deux mondes qui se rencontrent, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et puis là, on essaye de mélanger aussi voilà, toute la technicité de la modélisation, des nouvelles technologies, et puis le médico-social et la connaissance du handicap. Voilà, en fait, et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que en travaillant avec My Human Kit, on essaye aussi un petit peu d'essaimer le concept des Human Lab. Alors, il y en a en France, il y en a aussi en Afrique et en Inde. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer tout ce qu'on crée et tout ce qu'on fabrique sur Internet. Voilà, c'est pour que d'autres personnes en situation de handicap en France ou dans le monde puissent aussi imprimer les objets et les utiliser chez elles. Voilà. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on parle d'impression 3D et de fichiers qu'on met à disposition de tous, c'est ce qu'on appelle aussi dans notre milieu l'open source, on a deux problématiques qui se posent. C'est comment proposer une solution alternative légale concernant les droits de propriété intellectuelle, donc les Creative Commons, sur les objets que l'on a créés. Donc on les met sur Internet à disposition de tout le monde, le fichier. Et la deuxième question qui se pose, c'est comment on peut s'inspirer de solutions qui existent déjà dans le commerce, sur le marché, pour ensuite nous les améliorer et puis les remettre à disposition d'autres personnes voilà, dans le monde ou en France, sur Internet. Voilà les deux questions qui me semblaient intéressantes de poser ce soir. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, et on va tâcher de répondre ensemble à ces questions, mais avant, il nous a paru important de reposer un petit peu le cadre juridique de ces créations numériques. Et on entend de la part d'un Fab Lab comme le vôtre, ou dans le cadre d'associations, ou ce que vous pourrez développer ensuite, on retrouve cette volonté de diffuser gratuitement ces créations qui sont réalisées pour le plus grand nombre. Mais il faut
bien avoir à l'esprit que souhaiter diffuser gratuitement une création numérique, une création d'ailleurs en général, n'est pas forcément contradictoire avec une protection par le droit de la propriété intellectuelle et par l'acquisition de droits et par un monopole. En effet, les droits de propriété intellectuelle, un monopole, une protection, présentent des intérêts, présentent des avantages qu'il ne faut pas toujours négliger, même, on va dire, dans ce domaine-là. En effet, quand bien même l'on bénéficie de droits, d'un monopole, d'une protection sur une création numérique, bien d'une part, tout d'abord, il faut quand même garder à l'esprit, on n'est pas obligé de la revendiquer. Ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on est obligé de l'opposer à tout bout de champ et que la moindre personne qui exploiterait de manière non autorisée la création, eh bien, on est obligé de l'attaquer. Non, évidemment, on choisit. Et par exemple, une personne qui relayerait et donc exploiterait d'une certaine manière une création en la diffusant sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de l'attaquer si on considère que l'exploitation qui est faite eh bien, va dans le même esprit que le nôtre, ne porte pas atteinte à nos droits, ça ne pose pas de problème. Ou par exemple, comme vous l'avez dit, eh bien qu'elle est modifiée, améliorée et que cela est conforme à, en tout cas, ça ne pose pas de problème. D'autre part, il est tout à fait possible de conclure des licences ou des cessions de notre création à titre gratuit. Donc, bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle ne veut pas forcément dire exploitation commerciale et forcément, je veux dire, gros sous. On peut parfaitement donc avoir des licences gratuites, des cessions qui sont gratuites. C'est d'ailleurs parfaitement prévu dans le code de la propriété intellectuelle. Donc, on va dire quel est l'intérêt? Eh bien, même si c'est gratuit, eh bien, c'est intéressant de garder la maîtrise en fait de sa création. Même s'il est prévu que la personne peut l'utiliser gratuitement, on peut quand même poser un cadre à cette exploitation. Se dire, ok, vous pouvez le faire gratuitement, mais pour autant, j'aimerais bien que ça soit fait dans tel contexte ou pendant telle durée, ou dire, voilà, que pour tel usage, encadrer. Finalement, dès lors qu'on est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, on est maître de ce qu'on en fait, et on peut laisser très libre, mais on peut aussi un peu restreindre. Voilà. Et la rémunération, finalement, n'est qu'une possibilité de la restreindre, et celle-ci, on peut la laisser libre, mais, on va dire, moduler les autres exploitations. Par exemple, tout simplement pour éviter que la création numérique qu'on aura réalisée soit dévoyée, soit détournée de ce qu'on avait imaginé. Et vous avez aussi un peu parlé de partenaires. C'est effectivement fréquent dans ces cas-là d'avoir recours à des partenaires, par exemple à des partenaires financiers. Et il est fréquent, en tout cas ça peut arriver, eh bien qu'ils exigent un certain retour sur investissement ou donc par exemple une exploitation commerciale dans un second temps ou tout simplement une exclusivité. Et donc d'avoir des droits de propriété intellectuelle, même si on en fait une exploitation gratuite, va permettre par exemple de conserver cette exclusivité qui pourrait être demandée par un partenaire. Donc, on peut se poser la question de quelle protection, du coup, parle-t-on pour ces créations numériques? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de droit spécifique pour les créations numériques. Les créations numériques sont en effet très variées, sont de nature variée. Ça peut être une application, on va le voir. Ça peut être, comme on l'a vu, des objets. Donc, c'est très varié et qui serait mis en œuvre, par exemple, par une imprimante 3D ou qui aurait été conçu numériquement. Mais il n'y a pas un droit spécifique de protection des créations numériques. Il n'y a pas un droit sui generis des créations numériques. Donc, tout simplement, on va appliquer le droit de la propriété intellectuelle, les différents droits de la propriété intellectuelle qu'on va pouvoir appliquer de manière distributive. Si, par exemple, je pense à une application, on pourra avoir un droit, par exemple, sur le logiciel, on pourra avoir un droit éventuellement sur le graphisme, sur des photos, des vidéos. On peut appliquer de manière distributive les droits de la propriété intellectuelle. Et par ailleurs, il faut aussi avoir à l'esprit qu'un même objet, par exemple, si on reprend les objets que vous avez pu présenter, ils peuvent eux-mêmes faire l'objet de plusieurs droits de la propriété intellectuelle et ça va se cumuler. Et ça peut être intéressant puisqu'on va pouvoir bénéficier des avantages des différents droits de la propriété intellectuelle. Donc, je vous propose de voir ensemble ces différents droits de la propriété intellectuelle qu'on va pouvoir utiliser, ou en tout cas essayer de revendiquer pour garder ainsi la maîtrise de ces créations numériques.
Tout d'abord, alors je ne vais pas, vous inquiétez pas, aller dans le détail de tous ces droits parce qu'évidemment, ce n'est pas le sujet et voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment en tête ce qu'on pourrait essayer d'exploiter, ce qu'on pourrait essayer d'utiliser donc pour avoir vraiment une vision globale. Tout d'abord, le droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, il est particulièrement intéressant puisqu'à la différence de tous les autres droits de la propriété industrielle, le droit d'auteur, lui, il n'y a pas besoin de faire de dépôt. On va bénéficier d'un droit d'auteur sur sa création numérique, sa création en général, du seul fait même de l'avoir créé, sans faire aucun dépôt. C'est particulièrement intéressant parce qu'on n'a pas à se préoccuper de formalités administratives. Et puis aussi, ça implique 0 €. On n'a pas à débourser donc pour obtenir cette protection. Donc c'est intéressant, d'autant plus quand on parle effectivement de créations qui sont réalisées dans le cadre associatif ou dans des Fab Labs. Alors, évidemment, c'est très intéressant d'avoir cette protection sans aucun dépôt. La contrepartie, on va dire l'inconvénient, c'est la constitution d'une preuve. Donc, la recommandation, c'est de se constituer une preuve, donc en se ménageant des éléments de preuve. Donc, on garde bien les emails datés, des projets, des plans qui sont datés pour, le cas échéant, besoin se procurer cette preuve. On peut même aller jusqu'à déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI, qui n'est pas chère, c'est une vingtaine d'euros, et qui va permettre donc de se rapporter la preuve qu'à telle date-là, on avait réalisé cette création. Donc, ça ne va pas créer le droit, mais c'est simplement une preuve de la date. La condition de la protection par le droit d'auteur, c'est d'être en présence d'une création de forme qui soit originale. Alors, l'originalité, normalement, en droit d'auteur, c'est qu'on puisse retrouver dans la création l'empreinte de la personnalité de son auteur. Bon, en réalité, la jurisprudence est assez accueillante et de ce critère très subjectif, on est arrivé à un critère beaucoup plus objectivé et qui va être la recherche d'éléments de choix personnels, de choix personnalisés pour pouvoir effectivement caractériser cette originalité et donc la protection par le droit d'auteur. Mais donc, c'est très accueillant et on va pouvoir protéger par le droit d'auteur des créations aussi variées que des poèmes, de la musique, mais aussi des logiciels, mais aussi des œuvres des arts appliqués, donc concrètement le design par exemple d'un produit. La limite, c'est qu'on ne va pas protéger par le droit d'auteur et d'ailleurs par aucun autre droit de la propriété intellectuelle les idées. Les idées ne sont jamais protégeables, même si elles sont particulièrement innovantes, même si dans aucun cas, on protège une idée. Donc ça, c'est vraiment important, il faut toujours qu'elle soit mise en forme. Et la deuxième limite, le savoir-faire n'est jamais non plus protégeable en tant que tel par le droit d'auteur. Lorsqu'on est sur un travail purement technique, la mise en œuvre d'un savoir-faire purement technique, on ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Je me permets juste de compléter ce que tu dis. Par exemple, des objets fabriqués dans des Fab Labs qui pourraient avoir un design particulier, même un fauteuil roulant ou autre, pourrait effectivement bénéficier de cette protection par droit d'auteur. Voilà, on n'y pense pas forcément, parce que c'est vrai qu'on dit droit d'auteur, c'est pour la musique, c'est pour la peinture. Non, le design, c'est le principe de l'unité de l'art. On considère qu'on va pouvoir protéger par le droit d'auteur une forme d'un produit, son aspect visuel, son esthétisme. L'intérêt du droit d'auteur par rapport, par exemple, au droit des dessins et modèles qu'on va voir rapidement après, c'est, donc on l'a déjà dit, il n'y a pas besoin de dépôt, et en plus, il confère une protection qui est mondiale. Donc sans rien faire, sans dépenser 0 €, on a une protection partout dans le monde. C'est quand même intéressant à avoir en tête. L'autre intérêt, c'est qu'il confère une protection qui est particulièrement longue. Donc, il y a d'une part les droits patrimoniaux. Donc là, c'est toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Donc, ça laisse quand même le temps de voir venir. Et le droit moral, lui, il est perpétuel. C'est simple, il ne s'éteint jamais. Et c'est ce droit moral, donc c'est le droit à la paternité, de revendiquer que c'est ma création. Et le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est le droit qu'on ne modifie pas ma création. Celui-là, il est perpétuel. On voit que le droit d'auteur, c'est quand même assez puissant. On a en plus besoin de ne rien faire et le critère de protection est accueillant. Donc, c'est quand même un bon moyen donc, de s'approprier sa création et d'en garder la maîtrise. Alors, j'aimerais bien juste faire un petit point sur le droit d'auteur pour finir la présentation. C'est, comme c'est souvent le cas, par exemple, dans les associations ou dans les Fab Labs, c'est qu'en fait, souvent, la création, elle est paralysée par une personne. Elle va être réalisée par une pluralité de personnes. Et bien, dans ces cas-là, tout simplement, les droits d'auteur sont partagés en autant de contributeurs, dès lors qu'ils ont effectivement une
ils ont pris part à la création au sens du droit d'auteur. À nouveau, si c'est purement technique ou si c'est celui jusqu'à donner l'idée, il ne peut évidemment pas avoir de droit d'auteur. Mais chacun qui contribue, s'il a participé à l'élaboration, la création, la mise en forme de l'œuvre, eh bien, il a du coup un droit d'auteur. C'est une œuvre du coup de collaboration. Et il ne faut pas oublier, je pensais par exemple, si on fait appel à un partenariat, par exemple à une école de design, des étudiants en design qui ont fait le design, ils ont aussi du coup un droit d'auteur, en tout cas une partie du droit d'auteur sur le résultat final, sur la création. Et donc il ne faut pas oublier au passage un certain contributeur, puisque autant l'idée du droit d'auteur, c'est de se protéger, mais il faut évidemment faire attention au droit d'auteur donc des autres. Et quand on est dans le cadre d'une œuvre de collaboration, on est plusieurs à l'avoir créée et avoir des droits dessus, normalement il faut l'autorisation de chacun pour pouvoir l'exploiter. Donc aussi attention à cet égard. Ensuite, deuxième protection qu'on pourrait envisager pour des créations numériques, c'est évidemment le droit des brevets. Le droit des brevets, à la différence du droit d'auteur, lui, eh bien, il suppose un dépôt. Et là, pour le coup, c'est assez onéreux de déposer un brevet. On parle de plusieurs milliers d'euros pour déposer un brevet. Donc on va en plus déposer un brevet auprès d'un office qui va ensuite l'enregistrer. Et ça va donc procurer du coup une protection qui va être territoriale. Si on dépose un brevet en France, devant l'INPI, on va avoir un brevet français qui va vous conférer une protection exclusivement en France. Si on dépose en revanche un brevet européen, on va avoir une protection donc sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Alors, il faut quand même savoir qu'il existe des aides qui peuvent être sollicitées auprès de ces offices d'enregistrement. Je pense à l'INPI et donc son passe-pays par exemple. Donc quand on est une association, quand on n'a pas forcément de moyens, c'est quand même important d'avoir ça en tête et de se dire bon, on ne va pas forcément le mettre de côté parce que c'est trop cher. Il y a quand même des aides en place pour inciter à déposer des brevets. Alors, la durée de protection du brevet, c'est 20 ans. Et à l'issue de cette période, la création, elle tombe dans le domaine public, tout le monde va pouvoir l'exploiter. Ce que l'on protège par le brevet, c'est une invention de nature technique. Donc, on voit bien la différence avec le droit d'auteur, mais on voit aussi que ça peut se cumuler, parce qu'une même création peut avoir un aspect, son aspect esthétique qui pourrait être protégé, mais il pourrait y avoir un aspect technique qui, lui, pourrait être protégé. Le fameux fauteuil roulant connecté ou autre qui pourrait avoir… Voilà. Donc, on a un cumul, c'est pas la même chose qu'on protège, c'est le même objet, mais c'est pas la même partie, finalement, de l'objet qui va être protégée. Donc, qu'est-ce qu'une invention? Une invention, on considère qu'elle doit apporter une solution qui présente un caractère technique à un problème technique. Voilà. Donc, existe tout ce qui est visuel, esthétique, c'est vraiment le technique qui est en cause. Et à nouveau, on ne va pas protéger par le brevet une simple idée. C'est pareil pour tous les droits de la propriété intellectuelle. Les conditions de la brevetabilité sont très strictes. Il faut qu'elles soient nouvelles. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'invention identique qui existe déjà, qui a déjà été divulguée. Il faut une activité inventive, c'est-à-dire que si pour un homme du métier, cette invention découle de manière évidente de l'état de la technique, donc ce qui existe déjà, on ne va pas pouvoir la breveter. Et il faut une application industrielle, c'est-à-dire que l'objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris avec l'agriculture. Donc, ça implique souvent de déposer un brevet, de réaliser une recherche d'antériorité, souvent que c'est en plus associé à des coûts importants. Donc, pour le dépôt d'un brevet, la recommandation, c'est quand même de se faire assister de professionnels, contrairement donc au droit d'auteur où à nouveau, donc aucun dépôt, aucune formalité à réaliser. Troisième type de protection possible, c'est le droit des dessins et modèles. Le droit des dessins et modèles, c'est aussi un droit de propriété industrielle. Donc là, il suppose également un dépôt, avec du coup, la conséquence, c'est une protection territoriale. On dépose un dessin et modèle auprès de l'INPI, eh bien, on a un dessin et modèle français protégé uniquement sur le territoire français. On dépose un dessin et modèle auprès de l'UIPO au niveau de l'Union européenne, on est protégé qu'au niveau de l'Union européenne. En revanche, par rapport au brevet, c'est un coût qui est bien moindre. Pour une centaine d'euros, on va avoir une protection par le dessin et modèle. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 39 € de frais de dépôt. Et ensuite, c'est 23 € par reproduction supplémentaire en noir et blanc, 47 € pour les reproductions en couleur. Donc, vous voyez, c'est des sommes qui sont bien moindres. La durée de protection est également moindre. C'est 5 ans qu'on peut renouveler au maximum jusqu'à 25 ans.
Et la condition, c'est la condition de nouveauté. Il ne faut pas que ce que l'on souhaite déposer, donc le modèle ou le dessin, ait déjà été divulgué à l'identique, et en plus, il faut que ce dessin, ce modèle ait un caractère propre. C'est-à-dire qu'il ait une impression visuelle d'ensemble. Il doit susciter donc chez l'observateur averti une impression d'ensemble distincte de tout ce qui existe en fait déjà dans l'état, pas de l'art, mais dans l'ensemble de ce qui a déjà été divulgué. Et contrairement au brevet, là ce qu'on vient protéger par le dessin et modèle, eh bien c'est l'aspect visuel. Donc là c'est vraiment l'aspect esthétique, l'aspect visuel du produit. Donc on peut avoir sur un même produit l'aspect technique protégé par le brevet, l'aspect visuel protégé et par le droit d'auteur et par le dessin et modèle. Donc là, pour le coup, pour le visuel, on a un vrai cumul, ce qui peut être intéressant, parce que si on ne répond pas aux conditions du dessin et modèle, par exemple parce qu'on l'a divulgué, c'est pas grave, on a quand même le droit d'auteur. Donc c'est intéressant d'avoir les deux en tête, parce qu'on va pouvoir cumuler donc, les deux protections. J'ai noté le droit des marques, puisque ça fait partie des droits de propriété intellectuelle. L'intérêt du droit des marques, c'est que là, ça va vraiment être, par exemple, le nom du produit. On a développé un produit innovant, on lui a donné un nom qui sort de l'ordinaire. C'est comme ça qu'on va le désigner. Eh bien, on peut se dire aussi, je ne vais pas forcément aller rechercher un droit des brevets parce que c'est très onéreux. Le droit d'auteur, je ne sais pas si je peux vraiment en bénéficier parce que finalement, bon, ce n'est pas forcément très original. Par contre, je peux lui donner un nom. Et c'est ce nom-là, comme ça, qu'on va l'appeler, et me dire, je vais m'approprier ce nom. Et d'autres pourront finalement faire le même objet, mais ils n'auront pas le droit d'utiliser le même nom. Donc, c'est finalement une autre voie de production. Bon, il y a aussi le droit des producteurs de bases de données, qui est un droit, cette fois-ci, très spécifique, qui vient protéger particulièrement la base de données qu'on va retrouver dans un certain nombre de créations numériques, notamment via le logiciel. Mais je m'arrête là. Merci Carole. Donc maintenant, on va laisser la parole à Florian qui va nous expliquer un petit peu tous les projets que vous pouvez être amenés à suivre, à coordonner au niveau du département. Pas tous, juste quelques-uns, et ça serait pas mal. Non, juste déjà vous remercier pour cette invitation parce que c'est assez rare en fait de se retrouver dans cette configuration-là. Ouais. Et je veux dire, c'est assez agréable de pouvoir croiser les regards sur des sujets comme cela aussi importants. Peut-être juste en introduction, rappeler un point qui est peut-être pas connu de tous, une collectivité, un département, ça a au cœur de son activité des publics vulnérables. Les compétences premières d'un département, c'est les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en insertion, c'est l'aide à l'enfance, c'est la petite enfance. Alors bien sûr, il y a aussi les collèges, les routes, mais c'est vrai que ce public fragile, c'est au cœur de notre activité. Donc ça signifie de l'accompagnement social, la gestion des aides, mais évidemment aussi une capacité à faire des projets innovants. Ce qui m'arrange parce que je suis le responsable du service innovation, donc c'est quand même, je justifie quand même un peu de mon activité. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en interne, évidemment. Là, j'ai en tête, par exemple, une application qu'on est en train de créer directement avec les jeunes, d'ailleurs, de l'aide sociale à l'enfance, pour faciliter leur passage de la minorité à la majorité. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des designers, donc beaucoup dans cette logique de design de service, c'est-à-dire de partir vraiment du besoin exprimé par les usagers, et à partir de ce besoin-là, essayer de co-concevoir avec eux une réponse qui soit la plus adaptée possible, parfois numérique, parfois pas du tout, parce qu'on travaille aussi actuellement, par exemple, sur les sanitaires de collège qui a un angle numérique plus limité. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire seul, et puis il y a aussi un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire seul. Je prends un exemple, par exemple sur la téléassistance pour les personnes âgées. Vous savez, ces montres connectées, ces boîtiers connectés pour qu'ils appellent à l'aide s'ils se trouvent à tomber chez eux, par exemple. Bon, on a fait tout un travail il y a quelques années avec des designers de l'école. Donc, on a su identifier, par exemple, les points d'amélioration possibles. Et moi, ça, je ne sais pas le faire seul. C'est-à-dire, je ne sais pas produire la téléassistance, je ne sais pas la diffuser. Donc, bien sûr, je peux faire un appel à projet, oui, je peux faire de la recherche-développement, mais ça montre bien que pour un certain nombre de cas, je vais devoir un peu sortir du cadre, travailler en transversalité, aller chercher d'autres expertises. Et c'est là où, pour nous, la rencontre avec les Fab Labs a été une sorte de révolution interne, ce que je vais vous présenter à travers différents exemples. Le tout premier, il part d'une observation de nos collègues de la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, qui nous disaient, voilà, on a un certain nombre de parents en fauteuil roulant qui nous disent, c'est compliqué de mettre nos bébés au lit dans un lit à barreaux. On voit bien la difficulté sur mon fauteuil, c'est pas du tout adapté. Alors, il y a des choses qui existent dans le commerce, mais ça coûte extrêmement cher.
Et ben, ça, c'est typiquement des réponses sur lesquelles, a priori, nous, collectivités, on ne sait pas le produire, quoi. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer. On avait, c'était il y a 3-4 ans, on était à Plateforme C, qui est juste à côté. On avait on a travaillé cet atelier avec MyHumanKit, donc, que tu as cité tout à l'heure, qui est un Human Lab rennais de grande qualité, que vous avez vraiment à regarder si vous avez l'occasion. Et puis, on s'est mis autour de la table avec des ingénieurs, des makers, des ergots, un peu tout le monde. Et puis à la fin de la journée, on arrive à ça, à ce prototype, qui est un lit à barreaux qui s'ouvre sur le côté. Donc déjà, on est assez fiers, parce que c'était pas mal. En une journée, ça avait quand même un peu d'allure. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que tout est documenté. Alors j'ai mis le lien. En fait, le lien, je ne l'ai pas mis parce qu'il est beaucoup trop complexe. Mais si vous tapez sur Google, ou ce que vous voulez, Fab Labo et lit à barreaux, je ne sais plus exactement ce que j'ai indiqué, mais... Lit de bébé pour parents en fauteuil. Voilà, lit de bébé pour parents en fauteuil. Voilà, vous le retrouverez sans difficulté. Et effectivement, on se dit, en une journée, bon, d'un point de vue de la méthode, déjà, c'est intéressant. On voit qu'on peut travailler ensemble. On découvre aussi qu'effectivement, documenter, mettre en open source, permettre de partager, c'est-à-dire que gratuitement, les gens peuvent le récupérer, et puis accessoirement, qu'ils peuvent l'améliorer, parce que si vous allez voir, vous verrez, c'est loin d'être parfait. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça ne change rien à tout ce que j'ai dit avant, ce n'est pas le cœur des missions d'un département, mais ça nous offre une carte de plus dans notre jeu. Et puis de là, on a continué un peu à réfléchir, à travailler sur tout ça, et puis il y a un autre projet, alors il y a eu d'autres projets entre-temps, mais il y a un autre projet qui nous est arrivé assez récemment, qui est le projet Cube. J'en parle parce que c'est un beau projet qui en plus a une actualité. Le projet Cube, ce n'est pas du tout un projet du département, à la base, du tout. C'est un projet d'une association qui s'appelle TACT, qui a travaillé avec l'IEM de la Marière, et puis un peu après avec l'école de design Monte-Atlantique, et qui a pour objectif de faciliter la pratique artistique des jeunes en situation de handicap. L'idée, c'est de permettre à ces jeunes de la Marière de faire de la musique, de faire un album, et puis d'aller sur scène. Et ils sont tellement bons que le 5 octobre, ils seront à Cerolux. J'en profite pour faire un peu de pub pour eux. Donc, c'est typiquement un projet sur lequel les collectivités, alors le département comme Nantes Métropole, comme la région, peut être amené à participer, je dirais au titre de la culture. On va verser une subvention pour les accompagner. Ça, c'est très classique. Et puis, on discute avec l'association et puis avec les musiciens qui travaillent sur ce projet, et puis qui nous disent on aurait besoin de nous aider également financièrement parce qu'on va prendre un designer qui va, derrière, si vous voulez, ils avaient des prototypes qui avaient été faits d'instruments de musique, ils avaient envie de les finaliser pour ensuite pouvoir les diffuser gratuitement, librement, open source sur Internet. Génial, génial. Je veux dire, moi, ça c'est typiquement le genre de projet, évidemment, qu'on a envie d'accompagner. Et puis en discutant, on leur dit, ce qui pourrait peut-être être pas mal, c'est qu'on se rajoute un petit truc en plus. C'est que nous, on a équipé toutes nos classes de collège d'imprimantes 3D. Donc, si vous faites des plans open source, dont pour partie certains instruments vont être fabriqués avec de l'impression 3D, peut-être qu'on a moyen d'avoir 2 ou 3 de ces plans qui soient 100% compatibles avec le matériel et la pédagogie d'une classe de techno. Moi, département, je n'ai rien à dire en termes pédagogiques, c'est l'éducation nationale, évidemment. Mais en revanche, je peux aussi donner les moyens, faire en sorte que derrière, si les professeurs veulent s'en emparer, ils puissent. Et donc, on a travaillé ce projet-là avec toujours le même professeur de Petite Lande, on va le citer, parce que Michel Frère, c'est quand même une personnalité qui a fait énormément sur ce sujet-là, qui nous a accompagné, qui a accompagné l'association pour faire ce projet et ces instruments. Et au final, donc le 5 octobre, sur leur site, ils vont mettre les plans gratuitement disponibles pour tous. Il y a le concert à Stérolux. Et puis nous, derrière, on se dit, on va essayer de voir comment est-ce qu'on ne pourrait pas créer une dynamique pour faire en sorte, non seulement que les professeurs de techno puissent s'en emparer, mais peut-être aussi que les professeurs d'art plastique, de musique, qu'on puisse créer du lien entre des jeunes de collège, des jeunes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose? Et encore une fois, ce n'est pas le département qui gère la pédagogie des profs, mais si on peut faire en sorte que les instruments, les outils, la technologie qu'on met à disposition permettent ça, tant mieux. Et c'est intéressant, c'est les exemples que je vous cite, parce qu'en fait, le numérique, vous me direz, il est un peu loin. En fait, il est omniprésent. C'est-à-dire que l'objet, à la fin, il est physique. C'est un instrument de musique, ou avant, c'est un lit à barreaux. Mais tout ce qui nous permet de le faire est numérique. Les plans, on va mettre ensuite gratuitement disponibles. Et ce n'est pas que gratuitement. Encore une fois, c'est l'idée que derrière, des gens vont pouvoir les reprendre pour les réutiliser et pour les améliorer.
c'est des outils de communication entre nous. C'est l'impression 3D qui en réalité ne fonctionne que sur du numérique, puisque avant, pour arriver à ça, il faut faire des plans. Donc c'est en ça que ça, c'est typiquement des projets qui, il y a 10 ans en arrière, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire. C'est vraiment la démocratisation de ces lieux comme les Human Labs, comme les Fab Labs, qui nous ont permis ça. Et du coup, ça nous fait évidemment réfléchir, ça nous emmène à penser d'autres projets, dont un tout dernier que je voulais citer. Alors, il est vraiment à son démarrage, mais c'est un projet je vais dire étudiante, non, c'est plus étudiant, d'une jeune designer de l'école de design Atlantique qui a fait l'année dernière son projet de fin d'études. C'était pour accompagner des jeunes enfants autistes pour les aider dans l'alimentation. Si vous voulez, c'est des supports qui vont leur permettre, en dehors des heures de repas, d'avoir un rapport différent à la nourriture. Et par cette utilisation différente, ils vont progressivement venir à diversifier leur alimentation. Bon, c'est un projet qui fonctionne bien, c'est un projet remarquable. Encore une fois, comme il n'est pas du département, je peux le dire facilement. C'est un projet qui est vraiment remarquable et qu'on a décidé d'accompagner. C'est typiquement un projet. Donc là, on va commencer vraiment les tests cliniques et puis une évaluation un peu fine à partir d'octobre. Donc on est vraiment au début. Mais idéalement, et on verra si on y arrive, on aimerait que, in fine, tous les supports soient là aussi fabriqués en impression 3D et puis c'est mis open source. Je lui ai dit, si c'est possible, parce qu'on a deux difficultés qu'on est en train d'essayer de voir si on peut réussir à les résoudre. C'est, il faut évidemment du fibre alimentaire, c'est-à-dire des choses qui permettent quand même de manger avec. Et j'ai un problème beaucoup plus sournois, pour lequel je n'ai pas la réponse pour l'instant, c'est qu'il faut que ça passe dans les machines, dans les lave-vaisselle, de restauration qui ont quand même une température dont j'ai un sérieux doute. Mais peu importe. Le principe, c'est qu'effectivement, encore une fois, ce genre d'outils pour nous, départements, ça change rien en reste. Ça change rien à l'accompagnement qu'on fait par ailleurs. Ça change rien à nos missions fondamentales. Et ça change rien aussi, d'ailleurs, à ce qu'on peut produire autrement. Mais n'empêche que c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que ça permet de penser des projets différemment. Ça permet aussi, d'ailleurs, aux travailleurs sociaux de dire, il y a des Human Labs qui existent, allez les voir. Parfois, ça peut vous permettre quand même d'économiser ou de penser différemment des outils pour vous. Donc voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on continue à développer. Merci beaucoup, Florian. Ces illustrations sont toujours très intéressantes et permettent de constater effectivement que au cœur de toutes ces problématiques de création, effectivement dans les Fab Labs, dans les projets que vous pouvez porter au niveau du département, on a notamment un point qui est les problématiques de création par imprimante 3D. Et donc, effectivement, l'imprimante 3D suscite beaucoup de questions juridiques. Donc, je vous le dis tout de suite, étant donné le temps qui nous est imparti, on ne va pas du tout traiter de la responsabilité des produits défectueux issus de ces productions par imprimante 3D. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la propriété intellectuelle et la création par imprimante 3D suscite beaucoup d'interrogations. Lors de la préparation de cette conférence, on a eu beaucoup de discussions et de débats entre nous déjà sur ces sujets-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'une imprimante 3D? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces imprimantes. Donc l'impression 3D, c'est quoi? C'est donc un système qui permet et qui consiste donc à scanner un objet qui peut être un objet physique, afin de le reproduire de manière identique et sous forme tridimensionnelle. Donc effectivement, on peut partir d'un objet physique ou d'un objet numérique. C'est un mode de production qui s'est énormément développé ces dernières années. Alors, il était vraiment très focus à la base sur l'industrie et qui peu à peu est venu notamment dans les Fab Labs parce que effectivement, c'est un mode de production qui permet effectivement d'arriver non pas à des productions, je dirais, dans des chaînes industrielles, mais permettant de faire, je dirais, des pièces, je dirais, plus personnalisées comme il en est question dans des Fab Labs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a vocation à se développer. Et donc, le principe, effectivement, de l'impression 3D, c'est on scanne l'objet qu'on souhaite reproduire et l'utilisateur a recours après à un logiciel 3D qui va traiter l'information et qui produit ce qu'on appelle donc un fichier de conception assisté par ordinateur, le fameux CAO, et qui va, lui, donc contenir une image de synthèse 3D. Et c'est ce fichier qui est transmis à l'imprimante et qui va, par fine couche, créer ce produit 3D.
J'ai l'air hyper experte, hein, mais je ne fais pas de l'impression 3D tous les jours. J'imagine que Samuel a certainement plus le vécu doit être assez intéressant d'ailleurs, le rendu de ces impressions 3D. En tout cas, c'est l'impression 3D, comme je vous l'ai dit, en 3 dimensions, suscite de nombreuses interrogations et notamment des questions en matière de propriété intellectuelle. Puisqu'effectivement, comme Carole nous l'a dit, on a donc ces impressions, on peut imprimer, reproduire de nombreux objets, des objets qui peuvent être protégés par du droit d'auteur, notamment on peut parler de dessins et modèles et autres, mais souvent la problématique avec l'imprimante 3D, c'est on peut être tous tentés de prendre des objets, de les reproduire et donc d'avoir finalement une reproduction d'objets qui peuvent être protégés par un droit de propriété intellectuelle et particulièrement par le droit d'auteur. Et sans forcément d'ailleurs qu'on ait conscience, je dirais, de cette contrefaçon du droit d'auteur. Donc on peut effectivement aisément porter atteinte à un droit d'auteur. Et d'ailleurs, le Code de la propriété intellectuelle a un article qui précise ce qu'est la reproduction, et on nous dit c'est la fixation matérielle d'une œuvre, par tout procédé, donc par une imprimante 3D, on est vraiment dedans, et qui permet de le communiquer au public, donc qui permet de communiquer cette œuvre au public. Donc vraiment, l'imprimante 3D rentre vraiment dans cette définition de la reproduction au sens du droit d'auteur. Et le Code déclare illicite toute reproduction d'une œuvre qui serait faite sans le consentement de son auteur. Donc, on se retrouve effectivement parfois avec des difficultés, c'était le cas dans les Fab Labs, de dire mais qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec cette problématique de dire j'ai un objet que j'ai reproduit et potentiellement je peux être en contrefaçon d'un droit d'auteur. Bon, on peut s'interroger donc sur les limites de ces atteintes au droit d'auteur et il y a un mécanisme qui s'appelle l'exception pour copie privée. L'exception pour copie privée, c'est un mécanisme qui est permis, qui est prévu par le Code de la propriété intellectuelle et qui permet à l'utilisateur, donc sous certaines conditions qui sont prévues dans le Code, de reproduire en toute légalité, donc sans contrevenir au droit de l'auteur initial, reproduire l'œuvre protégée. Donc, effectivement, le Code précise bien que l'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire une copie, une reproduction qui a été réalisée à partir d'une source licite. J'insiste sur la source licite, parce que si vous vous êtes procuré dans un Fab Lab un objet de manière illégale, c'est-à-dire sans l'avoir acheté ou obtenu les droits nécessaires, on n'aura pas l'exception pour copie privée. Donc, le côté licite est vraiment important. Donc, l'auteur d'un objet ou d'une œuvre qui va être protégée par droit d'auteur ne peut pas interdire la reproduction à partir d'une source licite, donc, de cette œuvre. Et c'est strictement, à partir du moment où cette reproduction est strictement réservée à l'usage du copiste et donc à un usage privé du copiste. Donc, ça, c'est important parce que l'idée, c'est de dire que ça ne peut pas être, la reproduction ne peut pas être destinée à un usage collectif, d'accord? Donc, cette définition de l'exception pour copie privée qui est prévue au Code de la propriété intellectuelle exclut de facto l'usage par une société, une association, un usage collectif. Alors, vous allez me dire, est-ce que tous les Fab Labs sont des contrefacteurs d'objets quand on les reproduit? La question n'est pas si claire et on a un espèce de débat aujourd'hui, il faut le savoir, qui n'est pas tranché, entre des juridictions européennes, la Cour de justice de l'Union européenne et les juridictions françaises. Aujourd'hui, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui est un peu plus clémente, d'accord, vis-à-vis de ceux qui, justement, détiennent dans leurs locaux le matériel qui est nécessaire à la confection, d'accord, d'un objet, et qui va le mettre à disposition des utilisateurs du Fab Lab. Aujourd'hui, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui considère que toute personne qui met à disposition des utilisateurs privés des équipements, des appareils, des supports de reproduction, ne constitue simplement le prémisse factuel. Le prémisse factuel est nécessaire pour que les personnes physiques, donc les utilisateurs, puissent obtenir des copies privées. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le fait de mettre à disposition les moyens pour faire une copie privée ne rend pas la personne qui met à disposition le matériel contrefacteur et donc en situation d'illégalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, mais on a quand même les juridictions françaises qui sont bien présentes et qui ont une position inverse,
D'accord? Aujourd'hui, on a les juridictions françaises qui se positionnent sur une vieille jurisprudence qui date des années 80 hein, et qui considère que celui qui détient dans ses locaux le matériel qui est nécessaire à la confection justement d'une œuvre pour sa reproduction et que finalement on permet une reproduction d'une œuvre qui va être une œuvre protégée par un droit d'auteur, et ben on va considérer qu'il est lui-même contrefacteur. C'est un copiste et qu'il est contrefacteur, d'accord? Que le Fab Lab est contrefacteur. Donc, on a une divergence de vision. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se retrouver contrefacteur, celui qui a créé le fichier CAO dont je vous parlais tout à l'heure, les plateformes qui vont permettre effectivement le téléchargement de fichiers CAO, et puis les Fab Labs potentiellement s'ils mettent à disposition du matériel en vue de reproduire des objets qui sont protégés par du droit d'auteur. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'affranchir de cette position des juridictions françaises et que la Cour d'appel de Paris a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ils sont toujours sur cette position-là. Ils ont fait aujourd'hui sourde oreille, n'ont pas écouté la Cour de justice de l'Union européenne, sa position, et on reste sur le principe de contrefacteur, dans le cas où on met à disposition les moyens pour reproduire un objet qui va être protégé par du droit d'auteur. Donc c'est vrai que on appelle, je dirais, à la plus grande prudence lorsqu'on va être dans un Fab Lab qu'on veut reproduire, bien évidemment avec des volontés tout à fait saines et louables, hein, c'est de permettre notamment à des personnes en situation de handicap de porter leur bébé, de les mettre dans le lit facilement, de pouvoir rouler, je dirais, de manière habile sur un fauteuil adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, ce qu'on considère, et donc une des recommandations, c'est de dire, attention, on a deux hypothèses globales, hein, grosso modo. L'objet va être reproduit via une imprimante 3D mis à disposition, l'imprimante mise à disposition par un Fab Lab, mais l'objet qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle. Là, on n'a pas de risque, hein, d'accord, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, on peut se retrouver aussi, c'était le cas de Fab Lab, hein, d'exemple que vous nous aviez donné, Samuel, une personne qui vient dans le Fab Lab et qui a une idée. Qui a une idée et qui veut la mettre en œuvre. Comme on disait, l'idée n'est pas protégeable, mais la concrétisation, la forme de son idée à travers un objet va pouvoir être protégée par le droit d'auteur. Et dans ce cas-là, ce sera l'utilisateur du Fab Lab qui va être titulaire des droits d'auteur, d'accord? Mais si on reproduit simplement un objet du commerce ou autre, mais qui va potentiellement pas avoir une forme originale, qui va pas être protégée par un droit de propriété intellectuelle et particulièrement par le droit d'auteur, alors on n'a pas de risque. Par contre, grande vigilance, on reproduit un objet via imprimante 3D mise à disposition par le Fab Lab, mais un objet qui est protégé par un droit de propriété intellectuelle. Hein, Carole nous parlait du design aussi, des dessins et modèles, voilà, du droit d'auteur. Là, attention, il y a un risque de contrefaçon. Donc, c'est vrai que la vérification, enfin, les recommandations, c'est vérifier bien en amont si l'objet initial est protégé par un droit de propriété intellectuelle. C'est vraiment quelque chose, il y a des bases de données qui sont accessibles via les sites des offices de propriété industrielle qui permettent, je sais que c'est pas toujours aisé, certes, je vois Carole qui tique, c'est pas toujours aisé. Oui, c'est là la grande difficulté, comme on a vu tout à l'heure, le droit d'auteur, il n'y a pas de dépôt. Alors, je parlais du dessin et modal, voilà. C'est vrai que du coup, le droit d'auteur, c'est mondial. Voilà. Et donc, s'il faut une personne a fait une création un jour en Chine, il n'y a pas besoin de la déposer, même si c'était il y a très longtemps et qu'on n'en a jamais eu connaissance, on ne pourra jamais invoquer la bonne foi ou quoi que ce soit. C'est la grande difficulté du droit d'auteur. Par contre, quand je parlais des bases, je parlais effectivement des dessins et modèles qui, eux, vont être donc un type de propriété industrielle et qui vont pouvoir, il y a des dessins et modèles enregistrés et qui vont donc être, je dirais, répertoriés dans une base de données. Hein, et donc là, ça va nous permettre de regarder. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Il faut toujours arriver, je dirais, à gérer parce que les Fab Labs ne peuvent pas passer leur temps sur des bases de données de propriété industrielle. On a bien conscience de ça. Mais il faut aussi, et ni sur le net pour aller regarder. Mais voilà, il y a quelques petites précautions, effectivement, d'aller regarder, par exemple, sur Internet, voilà, les objets en question, d'aller regarder si on ne voit pas qu'il y a quelqu'un, un créateur, concepteur. Voilà, il faut être un peu vigilant. Et s'il y a quelqu'un, on connaît, on peut avoir un contact, c'est d'aller demander l'autorisation parce que comme le disait à juste titre Carole, c'est pas parce qu'on a un droit de propriété intellectuelle qu'on va arguer de notre droit et interdire une utilisation à titre gratuit. D'accord? Donc, on peut avoir une autorisation gratuite à cet égard. Et puis, il ne faut pas se dire, on ne fait pas de recherche, parce que de toute façon, c'est impossible. Parce qu'il faut quand même avoir, si je reprends cet exemple d'une personne en Chine qui a fait quelque chose il y a très longtemps,
bon, avant qu'il ne se réveille, qu'il se rende compte que vous l'avez fait, voilà, il faut mesurer aussi le risque. Une personne qui a beaucoup investi, qui va absolument protéger, elle va avoir sûrement déposé un dessin et modèle, ça va sûrement, elle l'aura peut-être exploité, ça va ressortir à un moment ou à un autre sur Internet. Il ne faut pas non plus être alarmiste, mais c'est clair qu'une petite, par exemple, on parle par exemple d'un lit, on tape sur Internet, si on voit qu'il y en a 0 qui sortent, c'est déjà un bon indice. Si on voit qu'il y en a déjà 4 et qu'il y en a 3 qui ressemblent, bon, là, voilà, il faut se poser des questions. Mais c'est vrai, voilà, l'idée, c'est pas de dire attention, il ne faut plus rien faire. Aujourd'hui, l'imprimante 3D, c'est vrai qu'on se rend compte que, quand on regarde un peu les statistiques, quand on lit les articles, finalement, il y a peu de contrefaçons avérées, en tout cas, ou en tout cas qui ont été signalées ayant donné lieu à des contentieux, issus, je dirais, d'objets issus d'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même assez confidentiel au sens où on ne fait pas comme on est dans les Fab Labs, c'est pas de l'industrialisation, c'est pas de la commercialisation, c'est pas l'objectif du Fab Lab. Hein. L'objectif, c'est de rendre, je dirais, à l'usager la possibilité de créer l'objet dont il a besoin. Et c'est vrai qu'en matière d'handicap, ça a particulièrement du sens. Mais... non, mais oui, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il y a peu de risques, peu en tout cas d'actions en justice qui sont faites actuellement. Mais ça peut venir, parce que par contre, l'impression 3D, c'est quand même beaucoup démocratisé et continuera à se démocratiser dans les années à venir. Donc, il peut y avoir une exploitation industrielle demain ou économique qu'on ne connaît pas vraiment actuellement. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je disais ça? Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a peu de particuliers qui ont chez eux une imprimante 3D parce que ça coûte très cher, hein, concrètement. Donc aujourd'hui, et puis la matière, parler de matière première, mais toute la matière qui va servir à l'impression 3D, je dirais, voilà, il faut aussi avoir tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, le tout à chacun n'a pas chez soi son imprimante 3D. Le jour où effectivement on aura des imprimantes 3D petit format comme on a tous chez nous là, et qui vont permettre de sortir des ustensiles du quotidien ou autres qui peuvent être protégés, je dirais, par le droit d'auteur, là je pense que le législateur fera certainement aussi quelque chose pour changer la réglementation. Il y avait eu entre 2015 et 2018, il y avait eu un vent et un frémissement en matière de réglementation à se dire il faudrait peut-être légiférer et changer la réglementation sur le sujet. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais effectivement, il faut être vigilant. Je suis complètement d'accord. Voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter là-dessus sur l'imprimante 3D. Je vais vous présenter rapidement. Alors, j'ai pas la bonne casquette, mais je ne suis pas membre de la page 44. Mais malheureusement, la personne qui devait nous présenter l'e-Lab n'a pas pu se rendre disponible ce soir. Elle est toute excusée, mais donc voilà. Donc, on m'a demandé de vous présenter l'e-Lab, qui est donc une initiative de la page 44. L'e-Lab, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un outil qui est dédié à la lecture pour les enfants qui présentent des troubles 10, donc de dyslexie particulièrement. Et donc, l'idée aujourd'hui de ce projet l'e-Lab, c'est de permettre aux enfants qui ont donc des troubles dyslexiques de retrouver goût à la lecture à travers ce livre qui est vraiment dans une perspective inclusive, comme ils disent, avec la capacité, avec des outils qui vont permettre aux enfants d'avoir une lecture aisée. Alors c'est dommage, on devait avoir une petite démonstration que vous n'aurez pas ce soir, mais je vous invite à vous rapprocher de la page 44 si vous voulez avoir cette démo, parce que c'est vraiment un bel outil qui a été créé. Et donc vraiment l'idée de cet outil, c'est un outil un peu vraiment clé en main, c'est une bibliothèque. On va retrouver tout un tas de livres qui ont été donc adaptés pour être au format justement Frog, donc on va en parler, pour permettre justement d'avoir cette lecture inclusive et adaptée aux besoins des enfants 10. Alors, pourquoi on vous parle de ce projet-là, outre le fait que c'est une bibliothèque numérique accessible à la fois aux enfants, aux parents qui veulent aider leurs enfants qui sont atteints d'un trouble 10, et aux enseignants, aux professionnels, ça peut être effectivement les orthophonistes, etc. Enfin, il y a vraiment tout un travail qui est fait autour des professionnels du médico-social. Ça a vraiment un intérêt fort. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant d'un point de vue, si je prends ma casquette d'avocate, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on s'est retrouvé avec un projet
où on avait un format, donc on a un livre classique, Le Petit Chaperon Rouge, je ne sais même pas s'il a été adapté celui-là. Un livre, Le Petit Chaperon Rouge, qui va être adapté donc au format donc qui permet justement cette lecture inclusive. Et donc la page 44 avec son partenaire a donc négocié les droits d'adaptation de ce livre avec les éditeurs, donc qui sont donc titulaires des droits, ou en tout cas qui gèrent les droits des auteurs sur les livres. Et donc, ils ont obtenu les droits pour adapter le livre et en faire donc un format, ce qu'on appelle un format FROG. Le format FROG, c'est un format propriétaire qui a été créé par une structure donc partenaire de la page 44 et qui permet justement d'avoir ces sons, puisque quand vous cliquez sur un démo, il y a un son qui sort qui va permettre cette lecture aisée pour les enfants. Et donc, ce format a été créé et donc toute la question était de dire comment ça se passe au niveau du droit d'auteur. Donc, il y a eu tout un tas de questions qui se sont posées. Alors, on va pas, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de débattre, c'était juste de vous présenter ce projet. On a eu toutes ces questions autour du droit d'auteur, de droit d'adaptation du livre, et puis au niveau de la base de données, puisqu'il y a toute une base de données qui a été constituée sur l'initiative donc de la page 44. Donc, Carole en a parlé très succinctement, puisque j'ai un peu fait un signe du coude pour dire qu'il faut accélérer. Mais voilà, le droit du producteur de base de données, c'est un droit économique qui permet à celui qui a, investi du temps et de l'argent à la création, la constitution de la base de données, pas à la création, du contenu, mais à la constitution de la base de données. Ça permet de protéger ces gens qui ont investi beaucoup de temps et de l'argent parce que ils avaient forcément des bases qui ne sont pas forcément toujours, éligibles aux droits d'auteur. Donc, on se retrouvait des fois avec des gens qui se faisaient complètement piller de leur base de données. On disait, c'est sympa, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai dépensé beaucoup d'argent et je ne suis pas protégée. Bon, là, en l'occurrence, on avait un droit d'auteur qui appartenait à une structure, la page qui a beaucoup contribué, puisque la page est constituée de professionnels du médico-social qui sont venus à travers des spécialistes donner, leur point de vue sur les aspects, trouble 10 pour adapter, pour améliorer le format FROG. Donc voilà, on a eu tout un tas de questions qui se sont posées autour de ça. Donc c'est vraiment un beau projet que aujourd'hui on voulait saluer. Merci, on voulait saluer par rapport à la page 44 parce que c'est vraiment quelque chose. Encore une fois, aujourd'hui, l'idée c'était de promouvoir les initiatives locales. Et je trouve que on a des beaux représentants. Merci à Samuel et Florian, de mettre en exergue ces sujets-là parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il est l'heure, mais est-ce que vous avez encore 10-15 minutes à nous accorder? Non? Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Ça peut être sur la perception pour, au niveau des créations qui sont faites dans votre secteur, monsieur. Est-ce que pour retrouver les idées qui ont pu avoir les personnes en situation de handicap ou les partenariats que vous avez faits, notamment dans ce qui a été présenté, moi j'ai tout de suite lancé un client qui serait intéressé par notamment Lily à Barreau. Est-ce qu'il y a une possibilité de retrouver les créations qui sont faites facilement, je ne sais pas, par internet, un catalogue, pour aussi de susciter l'idée, c'est des personnes qui n'en ont pas forcément finalement, mais qui disent mais oui, ça me faciliterait la vie. Est-ce que tu veux peut-être en premier? Vas-y, je t'en prie. C'est ce qu'on appelle les wikis. Oui, c'est ça en fait. La difficulté, c'est que oui, on les retrouve et on va les retrouver. Est-ce que c'est si facile que ça? C'est une vraie question. Ça fait partie des choses sur lesquelles je commence un peu à réfléchir, à me dire que ce serait intéressant que, non pas qu'on ait par exemple nous les plans sur le site du département, mais au moins des liens qui puissent renvoyer facilement. La fameuse base de données. La fameuse base de données, parce que pour le coup, je pense que ça manque et que c'est pas si simple que ça, en fait, de les retrouver. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ça. Là, c'est pour ça, même là sur le Lily à Barreau, vous verrez, en fait, on est très très loin du plan. C'est vrai que j'ai aucune inquiétude de droit d'auteur. Pour l'instant, c'est juste des idées un peu comme ça. Mais rien que le retrouver, c'est pas si simple. Donc effectivement, je pense qu'il reste un vrai chantier. Oui, Pour le dire autrement, je pense, et c'est pour ça, alors j'ai réfléchi vraiment au niveau de la collectivité, on a beaucoup investi dans l'open data et à raison, et toutes les collectivités ont investi, d'ailleurs la plupart, sur l'open data, et c'est extrêmement important de pouvoir partager la donnée. Et bien un peu de la même manière, je pense que ce
qui est finalement un peu de l'open process, de l'open source. Ça va au-delà de la donnée, c'est vraiment le plan. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à réfléchir sur ce sujet-là. Si vous me permettez, alors malheureusement, Carole va pas forcément nous parler de. On voulait aborder les sujets de logiciels, parce que c'est quand même important dans ces sujets-là. Hein. On a parlé d'open source, etc. Donc, Carole voulait nous parler de la protection des logiciels. Donc en 2 mots. Oui, en 2 mots, en fait, un logiciel qui est souvent au cœur d'une création numérique. Il y a la protection de principe, c'est par le droit des brevets, même si ça peut paraître pas tout à fait naturel, hein, c'est par le droit d'auteur qu'on protège un brevet. Et comme je vais faire très vite, je vais passer directement à l'exception. Et que, voilà, même si en principe on ne protège pas un logiciel par le brevet, il y a toute une jurisprudence au niveau de l'Union européenne qui est plutôt en sens contraire et qui admet une protection des logiciels par le brevet, donc dans un certain cadre, dès lors que ça permet de mettre en œuvre en fait une invention technique, considère que c'est pas parce que c'est une forme logicielle qu'on doit forcément l'exclure de la brevetabilité. Voilà, j'irai pas plus loin que juste de se dire voilà, on a un logiciel, il y a plusieurs formes de protection à nouveau qui s'offrent à nous. Voilà. Brevet, droit d'auteur, puisque ça reste une œuvre, d'accord. Après, l'autre pendant, quand on parle de logiciel, on parle souvent de logiciel libre, puisque c'est une question, voilà, d'un peu de philosophie. Aujourd'hui, effectivement, les logiciels libres, ça fait partie d'un mouvement social. Je parlais de philosophique parce que c'est vraiment une vision très différente où il y a une volonté de partage. Comment on définit il y a quatre libertés en général qu'on retrouve dans les licences libres. C'est la liberté d'exécuter le programme, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter, la liberté de redistribuer des copies et la liberté de distribuer des copies du programme modifié. Donc, vous voyez qu'on est dans un tout autre, dans un tout autre univers et une autre philosophie des programmes dits propriétaires, des logiciels propriétaires, où là, le principe, c'est tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, d'accord? Dans le libre, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est le grand principe. Une fois que je vous ai dit ça, attention, il y a une notion, effectivement, dont on entend souvent parler, c'est le copyleft. Le copyleft, c'est une méthode générale pour rendre libre une œuvre et obliger toutes les versions modifiées et ultérieures à devoir effectivement être rendues libres également. D'accord? Donc ça, c'est le principe du copyleft qu'on retrouve dans les licences libres. Le copyleft est plus ou moins important, plus ou moins permissif, comme on dit. Donc, il faut savoir qu'il est plus ou moins fort et que, de fait, ça implique un certain nombre de contraintes. Donc, les licences, je dirais, les plus communes qu'on connaît en matière de licence libre, on va avoir la licence GNU-GPL, qui fait partie donc du MIT à la base. On va avoir la licence Cécile, qui est une licence qui a été créée à la base par le CEA, CNRS, INRIA, voilà, donc tout un mouvement du libre en France aussi. En pratique, voilà, aujourd'hui, on voit que GNU-GPL, c'est quand même la licence dans le libre qui est vraiment imposée. Ce qui est quand même assez intéressant aussi à voir, c'est que la licence GNU-GPL n'est pas la plus permissive, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a certaines licences, sans rentrer dans trop de détails, mais qui vont permettre plus ou moins de choses dans, je dirais, la redistribution du logiciel, puisque comme je vous ai dit, l'idée c'est de pouvoir exécuter, pouvoir modifier, mettre à disposition des autres. Mais il y en a certaines des licences qui obligent typiquement à remettre à disposition de tous, qui ont un effet contaminant, c'est-à-dire que tout ce qui est du libre et tout ce qui est interconnecté avec du libre devient du libre aussi. Donc, vous voyez, c'est pas neutre quand on est développeur, quand on travaille sur du libre. Il faut un peu regarder sur quoi on s'attache. Et quelles sont les licences finalement qui sont rattachées au code qu'on va utiliser. Donc, les avantages majeurs du libre, c'est quoi? C'est un gain de temps de développement énorme en général, puisqu'il y a toute cette communauté, ça a déjà été fait, donc on ne part pas de zéro. Il y a une maintenance dite collective, alors je vais nuancer tout de suite après le propos sur cet aspect-là. Et puis, il y a quand même un dynamisme de communauté. Vous voyez souvent, il y a des blogs, des espaces de partage, d'échange. Bon,
le libre a aussi quelques inconvénients et des risques qui sont inhérents, je dirais, à la nature et à la typologie de licence qui sont associés à ça. Déjà, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des incompatibilités entre certaines licences libres. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels, des licences libres qui permettent pas, je dirais, de s'interconnecter entre elles. Donc, selon les codes qu'on utilise, on peut se retrouver avec des clauses des fois où on ne peut pas, je dirais, développer correctement et aller dans le sens où on voudrait aller. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des effets contaminants de certaines licences libres. Donc, ça, c'est un vrai sujet quand on est notamment dans des développements. Et puis, il y a souvent une confusion, je voulais juste mettre en exergue ce point-là, entre le logiciel libre et la gratuité. Ce qui dit libre dit pas open bar, utilisation n'importe comment. Ça reste cadré avec des licences. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important. L'autre point important, c'est les Creative Commons. On en entend beaucoup parler des Creative Commons. Donc ça, c'est à partir des années 2000 que les Creative Commons se sont effectivement développés et se sont largement inspirés de l'open source, du libre, de l'esprit du libre. Donc l'idée, c'était quoi? Donc c'est une personne, Lawrence Lessig, qui a voulu militer pour le partage des œuvres qui sont diffusées par Internet et justement pour un peu sortir de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur dont on parlait tout à l'heure et veut vouloir promouvoir le bien commun. Donc c'est un peu l'idée finalement du Fab Lab qu'il y a derrière. La meilleure illustration qu'on a dans le numérique, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est de la Creative Commons. Alors après, sans rentrer dans trop de détails du sujet, les Creative Commons, ce sont des licences. Les Creative Commons, c'est pas je fais tout et n'importe quoi. Qui dit licence dit un certain nombre de règles également à respecter. Donc c'est la même chose que pour les logiciels libres, dont je vous parlais des différentes licences, c'est que les Creative Commons ont un certain nombre de règles qui doivent être respectées. Et elles sont plus ou moins permissives également, d'accord? Donc on va avoir le principe, c'est share what you want, keep what you want, et qui propose 4 options. Il y a le buy, d'abord le Creative Commons sur le buy, donc c'est le Creative Commons la licence la plus permissive, où on a simplement comme condition, c'est de nommer l'auteur initial de l'invention, la création numérique. Donc encore une fois, vous voyez bien qu'on parle quand même d'auteur. On ne s'affranchit pas des règles du droit d'auteur, elles sont quand même présentes. Simplement, on a adapté le droit d'auteur pour dire, c'est ce que disait tout à l'heure Carole, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est dans du droit d'auteur qu'on n'a pas le droit de redistribuer, mettre à disposition gratuitement et selon un certain nombre de règles. C'est ce qu'on a fait avec le Creative Commons. Donc il y a le no commercial. Donc là, le no commercial, il parle de lui-même, c'est de dire on interdit toute utilisation commerciale du principe. Il y a le no derivative work, qui interdit des modifications de l'œuvre première, ou alors il demande l'accord préalable de la personne. Vous voyez, il y a quand même, on rentre dans un peu plus de contraintes. Et puis, il y a share alike qui, en gros, c'est les modifications qui sont acceptées, ça nécessite qu'elles soient rediffusées selon la licence originelle de l'œuvre première. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a un certain nombre, vous voyez à l'écran, il y a toutes ces petites appositions de logos qui permettent d'identifier effectivement les différentes licences. En fait, je ne rentre pas dans trop de détails, mais il y a 6 typologies de licences qui sont déclinées avec les buy, les no commercial, etc. Mais en fait, quand vous apposez sur les objets ou les petits ronds, en fait, ça indique que vous respectez la licence Creative Commons qui s'y attache. Donc voilà comment, grosso modo, on arrive finalement à cadrer un certain nombre de choses. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, le libre, c'est super, mais c'est pas libre de droit, libre de tout. C'est-à-dire que le libre, que ce soit dans les Creative Commons, donc pour les objets, ou qu'on soit dans du logiciel, on met un certain nombre de règles. Et on voit que parfois, quand on va dans le permissif, le tout permissif, en fait, engendrer des contraintes aussi pour les personnes. Vous voyez? Donc, c'est toujours important, vraiment le réflexe à avoir, c'est d'aller regarder à quoi on s'attache quand on parle de open source, licence libre, etc. De quoi on parle? Quelle est la licence qui s'y rattache? Et si vous n'êtes pas en capacité, effectivement, de décoder tout ce qu'il y a derrière ces jargons juridico-juridiques, de faire appel à un conseil qui va pouvoir rapidement vous déchiffrer les choses et vous dire voilà quels sont les risques, voilà là où vous allez. C'est quand même vraiment important parce qu'on le voit, même nous qui travaillons, alors que ce soit avec des associations, avec des entreprises, l'écueil c'est je suis propriétaire, j'ai tout développé, oui, mais sur la base de quoi? Et c'est là où c'est vraiment intéressant d'aller vraiment fouiller
Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire très rapidement sur le sujet. On espère que le sujet vous a intéressé. Je pense qu'on on est passé un petit peu vite sur un certain nombre de choses, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter et puis voilà, à solliciter Florian, Samuel sur voilà toutes les initiatives qui ont pu être menées au niveau local. Oui. On a vu les limites du protocole, mais il y a également, quand on met à disposition des plans sur des dispositifs, des produits, il y a limitation de la réglementation des dispositifs médicaux qui est un frein justement à cette diffusion. Est-ce que c'est ce que vous trouvez dans le cadre de ces créations, de ces projets qui sont aujourd'hui? Alors moi non, dans le cas du Human Lab non, je sais que pour d'autres c'est plus compliqué, notamment pour Orthoplus. Donc je pense à eux. C'est difficile de parler pour eux parce qu'effectivement comme j'ai pas non plus suivi de très près ces projets-là, mais je pense qu'il peut y avoir des difficultés qui se présentent. Mais je n'irai pas plus loin, je ne connais pas. Mais c'est la question de la responsabilité, effectivement. Quand... Même avant la responsabilité, Ah bah il y a la position CE, le marquage, bien évidemment. Mais vous avez raison. Tout à fait. Ah bah, vous avez raison que là, on a pris sciemment, je dirais, le prisme de la propriété intellectuelle parce qu'on ne pouvait pas tout aborder ou alors on monopolisait la journée. Mais vous avez raison, en fait, on doit apposer toutes les réglementations qui vont s'imposer aux différents objets qu'on va être en mesure de reproduire. Les dispositifs médicaux, la réglementation en plus vient de changer et en mai 2021, on voit qu'on a, des restrictions beaucoup plus strictes. Hein. On a une catégorisation, on a tout un ensemble de choses à faire avec des marquages. Le marquage CE sur la reproduction d'objets va poser effectivement un certain nombre de questions. Est-ce que c'est une reproduction à l'identique ou pas? Il y a tout un process qu'il faudrait, à mon sens, devoir démontrer auprès des autorités compétentes pour démontrer qu'effectivement, le dispositif médical reproduit à partir d'une imprimante 3D correspond effectivement, à l'objet initial qui a fait l'objet du marquage et qui a donné le lieu à autorisation le cas échéant, parce que tous les dispositifs médicaux ne nécessitent pas autorisation. Mais c'est un vrai sujet, vous avez raison. Et je reprends l'exemple que j'ai cité à la fin sur les petits outils là, pour l'alimentation des enfants. À l'étape de proto, de ce qu'a fait la designer qui est étudiante, c'était pas très grave. Maintenant, on arrive effectivement à une phase beaucoup plus clinique, d'évaluation beaucoup plus fine avec des médecins. C'est des questions qu'on se pose. On est parti sur le principe de se dire ce serait très bien de pouvoir le faire en impression 3D et qu'ensuite ce soit gratuit et diffusé. Si on ne peut pas, on fera différemment. Ça fait clairement partie des contraintes qu'on va avoir. Là, je parlais du lave-vaisselle tout à l'heure. Peut-être que ça va régler la question. Avoir des filaments qui soient plus que safe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait rien. Parce que, pareil, quand on est dans une phase d'expérimentation, on respecte évidemment la réglementation et on est extrêmement vigilant. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'au moment où on doit le diffuser beaucoup plus largement. La responsabilité est différente et là, on se pose des questions différentes. Ça fait typiquement sur ce projet-là partie des questions sur lesquelles vraiment on s'interroge. Et de toute façon, on respectera ce qu'on doit respecter parce que c'est évident et que là, surtout, l'alimentation enfant, je ne me pose aucune question. Donc, et puis on trouvera un autre moyen de le diffuser, de le mettre en œuvre et de faire en sorte qu'il soit largement, qu'il puisse être repris par d'autres d'une manière ou d'une autre. C'est pas très grave. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci Samuel, Florian, Carole pour cette intervention et on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci. Au revoir.